Bonjour. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Jeepster. Déjà petit sondage dans la salle pour voir qui a déjà entendu parler de Jeepster. Tout le monde, c'est super. Qui a déjà utilisé Jeepster? Ah, pas mal. Bon, très rapidement, me concernant, je m'appelle Christophe Bornet, je suis membre de la core team Jeepster depuis 2015 et je suis aussi membre d'un autre projet qui s'appelle OpenAPI Generator, qui est un générateur de SDK, client ou serveur à partir de définition OpenAPI, qui est le nouveau nom de Swagger. Une présentation qu'on voit souvent pour parler de Spring et Spring Boot, donc je vais partir de là. Si vous prenez Spring, Spring en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de librairies qui vont vous permettre de construire tout un tas de types d'applications. Donc c'est quelque part comme si vous aviez toute une gamme d'ingrédients à votre disposition que vous allez pouvoir assembler pour faire des applications. Ça c'est sympa, mais quand on veut construire une application, ça peut être long de trouver quels ingrédients à mettre comment et comment on va mettre les ingrédients ensemble pour arriver à quelque chose d'utilisable. Du coup, il y a une équipe chez Spring qui s'est dit on va faire quelque chose, on va faire Spring Boot, qui va être un framework qui va permettre d'assembler automatiquement ces librairies avec de l'autoconfiguration. Donc le principe c'est convention plus que configuration. À partir du moment où dans votre pomme vous allez mettre certaines dépendances, Spring va configurer lui-même Spring Boot va configurer lui-même Spring pour arriver à un résultat qui est le résultat qu'en général tout le monde veut avoir. Donc ça encore une fois c'est très bien, mais une fois que vous avez assemblé une application Spring Boot, vous avez un serveur Java, mais c'est pas encore tout à fait ce que vous voulez. Vous voulez un serveur web qui tourne en prod, déployé sur AWS, avec des tests qui va persister des données dans des bases de données, etc. Et donc, Jeepster, qu'est-ce que c'est? C'est le menu complet où vous allez avoir votre application Spring Boot, mais aussi un front-end Angular ou React, un déploiement vers Heroku, AWS, GCP, des tests de la qualité vers Sonar, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que Jeepster? En fait, Jeepster, c'est un générateur d'applications où le back-end va être fait avec du Spring Boot. On peut voir même que en fait, c'est surtout générateur d'applications et Spring Boot, c'est une des possibilités. Il y a d'autres possibilités qui arrivent, notamment il y a quelqu'un qui travaille sur une version .NET et qui va assembler à ce back-end Spring Boot un front-end. Aujourd'hui, les principaux fronts qu'on supporte sont Angular et React, avec Vue.js qui arrive aussi en force, mais qui n'est pas dans le main générateur pour le moment. Il est complètement open source. Les personnes qui travaillent, les contributeurs du projet, sont des gens qui ont utilisé le produit, se sont intéressés et du coup, à force de contribuer, sont devenus membres de la core team. Et il n'y a pas personne n'est rémunéré en fait sur le projet. On fait tout ça sur notre temps libre. Mais on a énormément de contributions. On voit qu'on a plus de 480 contributeurs sur le projet, donc ça permet vraiment de faire avancer le projet. On a beaucoup de gens qui viennent contribuer. Très utilisé, plus de 250 sociétés utilisatrices. Des stats de téléchargement assez importantes. On approche des 100 000 par mois. Et on a dépassé récemment les 13 000 étoiles sur GitHub. Donc, Jeepster va permettre d'assembler des technologies et d'aller un peu plus loin que ce que propose Spring Boot. L'ensemble des technologies qui sont supportées côté serveur, on a tout ça. Spring Boot, Spring Security pour la partie sécurité. Netflix OSS, donc on va avoir tout un support des stacks microservices en se basant sur la stack de Netflix.
Consul pour du service discovery. Vous avez le choix de builder soit avec Gradle, soit avec Maven, donc suivant votre préférence. Après, il y a toute une partie de support de bases de données. Donc les bases de données SQL, où on va utiliser Hibernate comme ORM, c'est celui le plus classique dans Spring, et Liquibase pour gérer tout ce qui va être migration de la base de données. Donc Gipster va s'occuper de migrer votre base de données et votre modèle quand vous ferez des changements. Parmi les bases SQL, on supporte les principales. MongoDB aussi, en base de données NoSQL, Cassandra, Couchbase. On supporte du cache, donc avec différentes technos de cache. EHCache, qui est un cache assez simple dans l'application. Et aussi des caches distribuées qui sont pratiques quand vous voulez faire des applications avec plusieurs instances qui doivent synchroniser, plusieurs instances qui vont parler à une même base de données mais qui du coup doivent synchroniser leur cache. Là, on va supporter Hazelcast, InfiniSpan. Elasticsearch, qu'on voit deux fois, à la fois dans Elasticsearch et dans Elasticstack, parce que on peut utiliser Elasticsearch en mode base de données qui va être en fait juste pour indexer vos entités et puis pour pouvoir faire des recherches sur les entités dans une base Elasticsearch. Et sinon, au niveau de la Elastic Stack, ça va être plutôt, on a aussi tout un système de monitoring, donc on va gérer une stack ELK, des dashboards et des exporteurs de données vers cette stack ELK. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser Kafka si vous voulez, il y a un support pour ça. Ah. J'espère que c'est pas trop inquiétant ça. Hop. Swagger, donc qui maintenant s'appelle OpenAPI, mais on a toujours le logo Swagger sur le site, va être utilisé à la fois pour avoir une UX, donc je montrerai ça rapidement, vous avez Swagger UI qui est intégré, donc qui documente votre application et qui vous permet de faire des tests rapidement. Et qu'on peut aussi utiliser dans un mode API first, où là vous allez définir votre modèle d'API et ça va générer automatiquement les endpoints, vous n'aurez plus qu'à les implémenter. Donc côté monitoring, donc effectivement ELK pour tout ce qui est gestion des logs, vous pouvez envoyer ELK des logs dans ELK, Prometheus pour les métriques, tout ça auto-configuré évidemment. Timeleaf, c'est pour le templating, donc quand vous avez pour envoyer des templates de mail, tout ce qui est server rendering. Et des frameworks de test, donc Gatling pour faire des tests de perf et Cucumber pour du behavior driven development, donc où vous spécifiez à l'avance le comportement que vous souhaitez avoir et ça exécute des tests qui vérifient ce comportement. La stack côté client, donc HTML5 et CSS3. Bootstrap, bon ça c'est assez évident comme, c'est le plus utilisé comme framework HTML CSS. On a fait le choix de TypeScript, donc ça s'est passé au moment du passage sur Angular, parce que Angular était sur TypeScript. Et puis on est plutôt d'origine Javaïste, donc on est assez content de passer à TypeScript. React et Redux, on supporte les WebSockets. Donc Yarn si vous n'aimez pas NPM, Webpack pour tout ce qui va être construction du front-end, SAS pour gérer les CSS, donc BrowserSync, ça c'est intéressant, on va configurer tout ce qu'il faut sur BrowserSync pour que vous ayez un hot reload de votre front-end. Gipster, c'est un framework qui est vraiment fait par des développeurs pour des développeurs et on va chercher vraiment à optimiser votre expérience utilisateur. Donc on cherche à ce que tout soit géré par du hot reload en front et en back. Pour les tests, on utilise Jest comme framework de test JavaScript et Protractor pour faire des tests end-to-end. Tout plein d'options d'intégration continue.
Donc on utilise énormément Docker. Ça va être y compris donc pendant le développement, tous les artefacts que vous allez, enfin tous les services que vous allez utiliser existent sous forme de Docker, mais vous avez aussi possibilité de packager votre application en Docker et de la déployer. Alors, on a des déploiements vers Kubernetes, Heroku, Cloud Foundry, AWS, GCP, tous les clouds quasiment. On a aussi un générateur de chaînes d'intégration continue qui va vous permettre de générer automatiquement des configurations pour votre serveur d'intégration continue préféré, que ce soit Jenkins, GitLab ou Travis ou Circle. On gère aussi plein de choses qu'on souhaite avoir dans une application. On veut avoir de la sécurité, et donc une méthode d'authentification. Vous avez le choix. Des profils, essentiellement deux profils très importants, dev et prod. En dev, toute l'application va être configurée pour augmenter votre expérience utilisateur. Et en prod, par contre, on va focuser sur la performance de l'application en prod. Donc c'est là qu'on va minifier le JavaScript, optimiser les images, utiliser une vraie base de données, alors qu'en dev, peut-être qu'on va utiliser H2. Donc comme je disais tout à l'heure, on a des configurations Docker Compose utilisables pour tous les services tiers. Donc vos bases de données, Kafka si vous l'utilisez, ELK, Prometheus, tout ça, vous l'avez dans des Docker Compose qui sont prêts à être utilisés. Vous avez juste à le lancer et ça se branche directement à votre application. On supporte les architectures microservices, donc Pierre en parlera tout à l'heure. Et on a une application qui s'appelle le GHipster Registry qui permet aussi de scaler des monolithes. Même si vous avez un monolithe, vous allez peut-être vouloir à un moment avoir plusieurs instances pour faire du scaling horizontal. Quelque chose sur lequel on est assez à cheval, c'est sur les tests et sur la qualité de code. Donc ça, c'est une application GHipster de base qui est développée, c'est notre sample app. Là, vous voyez que donc on est sur Sonar Cloud, on a un support de Sonar dans GHipster. On est comme l'andouillette, on a le AAA, le zéro bug, zéro vulnérabilité et une dette technique assez faible. On passe les 80% de couverture de code. Donc en générant un projet, vous allez avoir 43 000 lignes de code qui vont être générées avec un niveau de qualité déjà très élevé. Alors les extensions, comment faire si vous voulez ajouter votre technologie propriétaire ou une technologie qui n'est pas dans GHipster, ou alors changer des templates. Il y a un système dans GHipster qui va vous permettre de faire ça. Il y a deux systèmes en fait, soit un système de modules et de blueprint et un autre qu'on appelle blueprint. Grosso modo, un module il va plutôt modifier des templates existants et un blueprint il va complètement remplacer. Ces modules sont disponibles, donc il y a aussi une marketplace qui permet de récupérer tout un tas de modules existants pour tout un tas de technos qui sont contribués par la communauté. J'ai mis les plus importants, donc il y en a un pour React Native, il y en a un pour Kotlin, Vue.js, .NET Core, gRPC, PrimeNG. On a aussi des outils qui vont permettre de s'interfacer avec les applications GHipster.
donc JDL Studio qui va être une application qui est un outil qui va vous permettre de designer vos entités. Je vais le montrer tout à l'heure, donc je passe rapidement. On a des plugins pour Eclipse, VS Code et Atom, aussi pour cette idée, ce domain language qui s'appelle JDL, des plugins pour MyZDash/Fisher, et une box Vagrant qui s'appelle la JHipster DevBox, donc qui est une box qui vient avec tout JHipster, toute la configuration de JHipster déjà intégrée dans la box, dans la VM. Voilà. J'ai fini pour les slides. En fait, je pense que le plus intéressant pour montrer JHipster, c'est de le montrer en fonctionnement. Alors, j'ai déjà installé JHipster. Ce qu'on va faire, c'est créer un répertoire. Alors, hop, mettons Bordeaux Jug. Bordeaux Jug, ok. Ok, et là, je vais lancer JHipster. Là, JHipster va me poser tout un tas de questions sur comment je veux générer mon application. Donc, j'ai le choix entre des applications monolithes, microservices. Je vais choisir monolithe pour faire quelque chose de simple. Le nom de mon application, Bordeaux Jug. Le package, comme une compagnie MyApp, très bien. Le registry, pour l'instant, je vais dire que j'en veux pas, donc qui permettait de scaler mon application. Type d'authentification, donc comme je disais tout à l'heure, JWT 2 ou session, je vais choisir JWT. Les bases de données donc, dont on a parlé, entre du SQL, du Mongo, Couchbase ou Cassandra, je vais choisir SQL. Ma base de données que je voudrais utiliser en production, donc qui peut être différente de celle que je vais utiliser en développement. Je vais choisir MySQL. En développement, donc je pourrais aussi choisir MySQL en développement, pourquoi pas. Là, je vais choisir H2, qui est pratique, c'est une base de données in-memory. Donc les caches dont on a parlé tout à l'heure, Hcache, Hazelcast, Infinispan. Même KHD, tiens, donc qu'il faudrait rajouter à la liste. Ou alors, si vous voulez pas de cache aussi, c'est possible. Moi, je vais prendre un cache. Utiliser le cache pour le deuxième niveau d'Hibernate, donc pour que mes entités, quand je fais une requête pour récupérer des données, si elles sont dans le cache, il ne fera pas la requête vers la base de données. Je vais mettre oui. Je choisis Maven. Les technos supplémentaires, donc Elasticsearch, WebSocket, Kafka, OpenAPI Generator, j'en mets pas. Je choisis Angular comme front. SAS, oui. Internationalisation, oui. Ma langue par défaut, on va choisir anglais. Je vais rajouter d'autres langues. Hop, le français. Pas de framework de test. Marketplace, non. Hop. Et donc là, il va générer une application. Donc il va créer tout un tas de fichiers. Une fois qu'il a créé tous ces fichiers, donc là, il part sur npm install. J'espère que ça va passer parce qu'avec le réseau, j'ai peur que ça bloque. Alors... J'ai un problème de réseau. Ça se déconnecte, hein, le réseau. Hop. Alors, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Voilà. Donc, en attendant,
je vais ouvrir l'application pour voir ce qu'il a généré. Ok, donc là il m'a généré une application. On voit qu'on a une application Spring classique avec une arborescence. Donc il m'a créé un répertoire domaine dans lequel je vais avoir mes entités. J'ai des repositories qui ont été créés, repository Spring. Par-dessus, je vais avoir des services qui vont appeler le repository. Des DTO pour tout ce qui va être communication, donc on sépare qui permet de séparer l'objet qui est persistant en base de l'objet qui transite par la couche REST. Il va générer automatiquement un mapper qui permet de passer du DTO à la classe persistée. Et il crée des contrôleurs REST. Donc là, comme c'est la gestion des utilisateurs qui est embarquée, donc il y a déjà du code applicatif, mais normalement, on va créer des services dans lesquels on mettra de la logique business. Dans les classes importantes, donc toute une gestion de la sécurité là pour JWT. Pour la config, il va gérer il va créer toute la configuration de sécurité. Donc là, je lui avais dit que je voulais du JWT. Il a tout configuré ma sécurité pour mon application. Donc ça, c'est pour la partie Java, Spring. Il a aussi généré donc dans le répertoire web app une application Angular. Donc là, moi je suis plutôt un développeur back-end, donc je ne vais pas trop passer de temps sur la partie Angular, mais bon, grosso modo, on voit que on a des composants, puisque c'est la façon de faire recommandée dans Angular, dans lequel on a le TypeScript, le HTML, etc. Il a généré l'internationalisation. Donc dans ce répertoire-là, vous allez avoir tous les JSON de traduction, etc. J'ai dit qu'on était à cheval sur les tests. Il a aussi généré tous les tests pour le back-end. Donc par exemple, là j'ai les tests de ma user resource qui va tester tous les endpoints de mon application et des tests front-end avec Jest. Voilà, donc là, hop. Ici, ça s'est terminé, le npm install. Je fais un npm start, ça va me démarrer. Donc là, il va builder le front-end et il va démarrer BrowserSync qui va me permettre d'avoir un front-end qui va faire du hot reload. Donc là, j'ai mon application qui est démarrée. Alors, elle est responsive. Je vais aussi démarrer le back-end. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas la bonne, il n'a pas le bon SDK. La version actuelle de JHipster fonctionne sur Java 8. La prochaine fonctionnera sur Java 11.
Et sur Java 8 d'ailleurs. Donc il démarre le serveur, on voit qu'il, enfin je ne sais pas si vous avez vu, mais il a passé Liquibase, donc il a mis à jour la base de données avec les scripts Liquibase. Et maintenant, je peux m'enregistrer. Donc je peux changer la langue entre anglais et français. Et pourquoi il veut pas que je m'authentifie? Ah si, c'est bon. Voilà, donc là, vous avez une application front qui a été générée et qui communique avec le back-end. Les choses notables, c'est on a un volet d'administration, donc ça c'est très pratique. Vous allez pouvoir directement gérer les utilisateurs de la plateforme, voir des métriques, donc sur la JVM, les requêtes, le cache. Des diagnostics, donc là c'est des health checks en fait, hein, espace 10, base de données. Vous pouvez voir en live, donc ça, si vous générez l'application en prod, vous pouvez voir en prod quelle est votre configuration. Les audits de sécurité, qui s'est connecté à quelle heure, est-ce que c'était success ou fail. Configuration des logs, donc en temps réel, vous pouvez changer le niveau de log des différentes parties de l'application. Base de données, donc j'ai dit qu'en dev on était sur H2, du coup je peux me connecter directement à ma base de données H2 depuis et puis faire des requêtes, par exemple ici. Voilà, donc il avait les audits, je peux directement consulter ma base de données H2 depuis mon application. Donc à la suite de ça, on a une application qui fonctionne. Ce qui est sympa, c'est maintenant on va vouloir faire des entités qu'on va persister dans la base de données. Alors je regarde quand même combien de temps il me reste. Donc pour persister pour créer des entités, il y a un générateur qui s'appelle Entity et qui pareil a... Ah oui, il faut que je lui donne le nom de mon entité. On va l'appeler product, mettons. Voilà, donc une entité, ça va être une table dans la base de données, hein. On va lui rajouter un champ, pourquoi pas. Le nom du champ, ça va être le nom de mon product. Là, je peux choisir différents types, donc des strings, integers, des instants, des zones datetime, des booleans, des énumérations. Je vais prendre une string, validation non. Un autre champ. Alors ensuite, je peux ajouter plusieurs champs, évidemment. Là, je vais dire non. Est-ce que je veux ajouter une relation à mon entité? Non. Là, j'ai la possibilité, donc il y a plusieurs façons depuis le contrôleur d'accéder à la donnée. Soit on lui dit accède directement au repository, soit tu passes par une classe. Bon, pourquoi pas une classe de service, donc et avec une implémentation. On peut dire utilise des DTO ou pas. Je vais mettre pas de DTO. Du filtrage ou pas. Pas de filtrage. Est-ce qu'on veut de la pagination sur l'entité? Donc quand vous allez faire le get all, est-ce que ça va retourner toute la liste ou est-ce qu'on va mettre de la pagination? Donc là, ça dépend. Si on pense que la table va avoir beaucoup d'éléments, il vaut mieux mettre de la pagination, donc avec des liens. Voilà. Là, il a terminé les questions et maintenant, il va commencer à générer. Donc là, c'est le générateur Yeoman qui demande qu'est-ce qu'on fait quand il voit qu'il y a un changement sur un fichier. Là, je vais lui dire, OK, tous les fichiers, tu écrases. Là, il a généré, on voit qu'il a à nouveau généré des fichiers qui correspondent à mon entité. Et il a rebuildé le front. Ce qui fait que là, hop, si je reprends mon front ici, comme il y a du hot reload, il a automatiquement fait product.
Sauf que là, bon, j'ai une erreur, c'est normal, parce que il a hot reloadé le front, mais il faut que je rebuild le back pour que le back se reload. Alors il y a des possibilités de faire du rebuild automatique du back. Là, on voit que le hot reload de Spring va se mettre en route et il a reloadé le back aussi. Hop, si je reviens là. Alors, je vais quand même reloader comme ça. Normalement, il n'y a pas besoin. Voilà. Là, je peux créer un nouveau product. Lui dire, bah voilà, c'est une lampe. Le sauvegarder, ça a créé un product. Donc ça, c'est pas mal, cet outil, ce CLI pour créer des entités. Mais quand on commence à avoir beaucoup d'entités et des schémas complexes, bah ça peut devenir assez compliqué à faire en ligne de commande. Et donc, il y a un outil qui existe pour faire ça de façon plus visuelle. Donc, si vous allez sur start.gipster.tech, c'est ce qu'on appelle Gipster Online. C'est un site qui vous permet de... Alors, on peut générer tout ce que j'ai fait là en ligne de commande. On peut aussi le faire directement sur l'outil et pousser directement dans un repo GitHub. Je pense que j'aurai pas le temps de vous le montrer, mais je le dis. Sign in. Ah, je suis pas sign in. C'est quoi déjà mon... Et c'est... C'est pas ça. Alors, je pense que je l'ai fait là. Là, je vais la voir. Oh non, c'est pas vrai. Il y a une version non connectée. Ici, là. C'est où? Ah oui, JDL Studio. Ouais, mais c'est surtout que j'ai plus de réseau, là. J'ai à nouveau le réseau qui est parti. C'est pour ça que ça fonctionne plus. De quoi? Ah. Sauf que il vous faut un CTRL F5. Alors, bah, c'est pas grave. Hop. Ok. Donc on a un outil normalement visuel pour voir les entités. Je vais quand même montrer à quoi ressemble le fichier qui est généré. Hop.
Donc c'est le format de JDL, donc c'est un langage un SDL spécifique à JHipster qui permet de définir quelles entités on veut avoir. Donc là on voit qu'il y a une région, un pays, machin, une location, qui ont chacun des attributs, department, tâches, voilà. Et donc ça va permettre de créer automatiquement toutes les entités. Après, on peut aussi définir des relations. Donc quand on a l'outil visuel, bah, c'est sympa parce qu'on on voit les liens en... Ah, ce que je pourrais faire, peut-être, c'est le faire avec Visual Code. Si je fais Workspace... je l'ai mis où? Bordeaux Jug, il est là. Et JHipster JDL. Voilà, parce que le plugin VS Code... Tu le montreras juste après? Ok, parfait. Du coup, on a une commande pour importer le JDL. Et là, il va automatiquement créer toutes les entités qu'il y avait définies dans ce JDL. Il recompile mon front. Je vais demander à IDEA de rebuilder aussi mon back. Voilà. Donc j'ai le hot reload qui se met en place. Il y a Liquibase qui va mettre à jour ma base de données pour rajouter les nouvelles entités que j'ai créées. Pourquoi je ne serais pas autorisé? Et donc là, toutes mes entités ont été créées. Et je peux créer une nouvelle région. Voilà. Je peux créer une location. Non, il aurait fallu créer un country. Hop, créer un nouveau country. Hop. France. Alors là, la région, par exemple, ça ne me plaît pas, il met 1. Ce qu'on peut faire, on va se servir du hot reload. Hop. Non, c'est pas dans celui-là. Ah oui, bah non, il me l'a fallu en anglais. Tac. Mince. Voilà, et ici je vais dire hop, field for region, label. Ici, je vais dire au lieu de mettre l'ID, mets-moi plutôt le nom de la région. Ça auto reload.
et maintenant c'est l'Europe. Donc forcément, nous, quand on génère le code avec JHipster, bah, on ne sait pas quelle clé vous allez vouloir utiliser pour l'affichage. Donc par défaut, on met l'ID. Voilà, et je peux sauver. Ok, donc normalement, la suite pour moi, ce serait de vous montrer comment on déploie facilement dans Heroku. J'ai peur que ce soit pas facile si j'ai pas de réseau. De toute façon, je pense que je vais laisser la main à Pierre pour vous parler des microservices. Voilà. Alors, si tu modifies le code généré, donc déjà, le meilleur ami, c'est Git. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que quand j'ai créé mon projet, déjà, il m'a fait un premier commit. Il a vu que j'avais Git, il a fait le Git init et il m'a fait un premier commit avec mon code. Quand j'ai fait des modifications après et que j'ai généré mes entités, bah, du coup, je les ai en diff avec mon Git. Ce qu'on recommande, c'est une fois qu'on a fait une modification, bah, de faire le commit pour bien traquer. Comme ça, si je refais une nouvelle modification et que ça ne me plaît pas, je peux facilement revenir en arrière. Après, la question, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe quand JHipster, bah, le projet évolue. Vous êtes à une version, là on est à la 5.8, on va passer à la version 6. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez passer de la version 5.8 à la version 6? Bon, alors normalement, de la 5.8 à la version 6, c'est un changement de majeur, donc même l'upgrade n'est pas forcément... On ne garantit pas que l'upgrade va fonctionner, mais on a une commande qui permet de faire un upgrade qui va en fait générer le projet tel qu'il aurait été avec la 5.8, générer le projet tel qu'il aurait été avec la 6, il va faire un diff, et ensuite il va vous faire un merge commit de ce diff sur votre repo principal, sur votre branche principale. Et après, bah, donc s'il n'y a pas de conflit, bah, tout se passe bien, vous mergez et ça se passe sans problème. S'il y a des conflits, bah, on résout les conflits et on avance. Une recommandation qu'il y a aussi, c'est de modifier le moins possible ce qui est généré. C'est le cas dès qu'on génère du code, on essaye d'éviter le plus possible de modifier le code généré. Donc il y a des stratégies pour ça. Il y a une présentation qui est faite par Antonio Goncalves qu'il appelle JHipster Side by Side. C'est comment générer du code à côté de JHipster, qui va utiliser le code généré, mais sans le modifier, pour ne pas avoir ces problèmes de conflit, de régénérer du code par-dessus du code qui a été modifié. Voilà, donc moi il y a une stratégie que j'utilise notamment souvent en fait quand on fait du code, ça va être dans la classe de service, parce que c'est là où on va mettre la logique métier. Bah, la classe de service qui est générée par JHipster, vous allez avoir un certain nombre de méthodes par défaut. Une solution, bah, c'est de faire une classe qui étend cette classe de service et de l'annoter primary pour que Spring fasse l'auto-wiring de votre classe plutôt que de celle qui a été générée par JHipster. Voilà, ça c'est côté back-end. Côté front-end, je ne connais pas trop les stratégies. J'y touche rarement au front-end. Voilà. Ouais. 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 Et donc tu parles de rajouter le champ où? Dans la base de données? Alors, ouais.
Bah, c'est justement avec cet upgrade qui va faire la mise à jour en faisant un merge commit euh, et qui avait été généré, puisqu'on on le génère avec la 5.8. Ouais, on va générer l'application, toute l'application avec la 5.8, comme si vous ne l'aviez pas modifié en fait. Ouais. Ouais, c'est vous qui le rajoutez, oui. Oui. Alors de rajouter des nouveaux champs, il va. Ouais. Tu peux aussi rajouter des champs à tes entities. Voilà. Une des difficultés que tu vas avoir, par exemple, c'est tu as généré ton schéma, etc. Et puis c'est parti en. Enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est un truc auquel il faut faire gaffe. Mon schéma, là, mon Liquibase, bah, il est parti en prod. Et maintenant, en prod, j'ai une vraie base de données live avec un schéma. Si je fais des modifications sur mon schéma, si j'ajoute des champs, et que je génère avec JHipster, bah, il va pas forcément générer un diff. Donc là, il va peut-être falloir refuser ce qui a été fait par JHipster et utiliser une commande Liquibase qui s'appelle le Liquibase diff et qui va générer un diff entre ton application sur ta machine de dev et la base de données de prod ou de recettes, enfin on va peut-être pas le faire directement sur la prod, mais la base de données qui est supposée être la référence en prod. Et du coup, après, ce que tu vas committer, c'est le diff pour mettre à jour la base de données. Donc plutôt que d'avoir un truc qui va créer, par exemple, j'ajoute un champ à mon product, quand je vais générer, il va générer comme s'il voulait créer la table product avec les deux colonnes, alors que toi, ce que tu veux faire, c'est un alter pour rajouter une colonne. Donc là, à ce moment-là, tu vas utiliser Liquibase pour faire un diff entre ta base qui est en production et ta base locale. Juste pour montrer en fait le modèle qui est utilisé par JHipster derrière. En fait, c'est extrêmement simple et c'est aussi pour ça que JHipster ne veut pas faire des choses trop magiques. C'est les options que vous avez choisies et puis les entités. Et les entités, après, elles sont persistées sous métamodèle dans ton JHipster. Oui, dans le projet. Oui, on les a. Et ça ressemble à ça. Ça c'est une entité. Voilà. En fait, c'est la même chose que le JDL, mais en JSON consommable par le générateur. Ah, voilà, le fameux JDL, donc l'outil dont je parlais tout à l'heure, JDL Studio. Donc on voit, il y a toujours region, country, c'était ce que j'avais montré en texte. Mais du coup, là, il fait les relations et vous pouvez faire votre modèle UML. Et ensuite, ici, on le télécharge et on génère l'application. Voilà. Merci. J'ai été un peu trahi par le Wi-Fi, ou par mon PC qui supporte mal le Wi-Fi d'ici. Mais... Moi, je te mets la main aux façons, je m'excuse. Vas-y,